Qui n'a pas déjà entendu l'expression « Non mais en fait tu veux que je choisisse entre la peste et le choléra quoi ». Sauf qu'en vérité, qui sait vraiment c'est quoi la peste et le choléra? Quels sont leurs effets? En quoi ces deux maladies sont aussi catastrophiques et dangereuses pour votre vie? Bien, approchez-vous mes copépodes, moins près, voilà. On va comparer ce que ça fait d'avoir ces deux maladies hardcore, pour enfin trancher et découvrir laquelle est la pire. Alors déjà, on va voir que la peste et le choléra existent toujours à notre époque. Je vous montrerai d'ailleurs comment ces maladies se chopent, mais aussi comment elles vous foudroient à toute vitesse, avec des symptômes bien vénères, et tout ça à travers des vraies anecdotes et des témoignages qui montrent que c'est vraiment très sale. Et on commence d'abord avec l'étape de la contamination. Bon, vous le voyez, nos cobayes n'ont pas l'air très motivés à commencer l'expérience et je les comprends. Et ils ont peut-être besoin d'un coup de boost. En fait, j'ai une solution pour eux grâce à Oli qui est le sponsor de la vidéo. En fait, Oli, c'est une nouvelle marque d'ice tea et de boissons énergisantes. Et ça se présente sous la forme de poudre à mélanger directement dans son eau. Donc clairement, c'est plus pratique et en plus, c'est écolo puisque avec un pot Oli, comme par exemple celui-là, vous évitez de jeter l'équivalent de 50 canettes. Voire si vous dosez moins et que vous mettez moins de poudre dans votre eau, vous pouvez même faire 100 canettes quoi. Moi par exemple c'est mon cas, j'aime bien quand c'est un peu plus léger quoi. Et en plus ce qui est super bien c'est que leurs produits ne contiennent pas de sucre ni même de taurine. En plus de ça, les arômes et les colorants sont totalement naturels et chaque boisson contient en fait des antioxydants et plusieurs vitamines. En vrai, c'est quand même healthy et c'est bon pour la santé. Vous avez même le choix entre 3 gammes de boissons selon vos envies. Donc voilà, par exemple la Ice Tea, c'est parfait, c'est celle qui a un goût de pêche et c'est nickel pour remplacer vos sodas sucrés, donc les fameux Ice Tea et tout. Là, on a la gamme Energy qui elle utilise la New Caf. En fait, c'est de la caféine cristallisée et ce qui est cool, c'est que c'est plus efficace et ça dure plus longtemps que la caféine normale dans son corps. Et enfin, il y a aussi la gamme sportive et hydratation. D'ailleurs, en parlant d'hydratation, je vous recommande notamment la Pink Grapefruit. En ce moment, c'est celle que je suis en train de tester typiquement. En tout cas, si vous voulez tester, vous pouvez avoir des packs découvertes. En fait, c'est des sélections d'échantillons pour goûter les saveurs dispo. Vous commandez en fait vos boissons au lit, le lien est en description. Avec le code PoissonFécond5, vous avez 5 € de réduction sur les premières commandes. D'ailleurs, si vous cliquez sur le lien, la réduction est automatique. Ce qui fait que le pack découverte vous revient à seulement 19,99 € avec le shaker. Et avec le code PoissonFécond, cette fois-ci là, vous avez 10% de réduction sur les commandes suivantes. Bien, voilà, maintenant que nos cobayes ont bien bu et qu'ils sont en forme, bien hydratés, tout ça, on commence l'expérience. Bon, déjà quand on parle de choisir entre la peste et le choléra, ça veut dire qu'on doit choisir entre deux options très différentes, mais qui sont quand même vachement dégueulasses. Parce qu'en effet, la peste et le choléra sont chacune horribles à leur manière. Mais pour découvrir laquelle est la pire des deux, on commence avec la peste. Alors déjà, direction Madagascar, donc vous savez, la grosse île à l'est de l'Afrique. Parce qu'en fait, la peste existe toujours à notre époque. Chaque année, on enregistre plusieurs centaines de nouveaux cas dans le monde. Et la plupart, ils viennent de l'île de Madagascar. Par exemple, en 2017, il y avait eu un pic à 1200 contaminations juste dans le pays. Du coup, là-bas, ils vivent constamment avec la peur d'être contaminés. Comme par exemple Justine Rakatoa Rivoni, qui est un petit commerçant qui habite au sud de la capitale. Bon, pour aller bosser, il est obligé de traverser tous les jours un cours d'eau qui est très pollué. Et il sait que la peste, elle a tendance à bien macérer dans ce genre d'endroit, quoi. Le fait que ce soit insalubre, ça attire les rats infectés et les rats attirent les puces. Et les puces, elles, infectées, transmettent la peste à l'humain, une fois qu'elles lui sautent dessus, quoi. Et ça, c'est exactement ce qui arrive à notre premier cobaye, Gustave, vraiment ravi de cette expérience, et là qui se retrouve donc contaminé par la peste bucolique. Bonjour, voici le mot que nous allons décortiquer aujourd'hui. Bucolique. Ça n'a rien à voir, c'est parfait. Dis donc, sympa, j'aime bien, Bon. Et qui se retrouve donc là contaminé par la peste bubonique. En fait, la peste bubonique, c'est de loin la forme de peste la plus fréquente. Donc on va se concentrer plutôt sur celle-là. Et vous comprendrez bientôt pourquoi on l'appelle comme ça. Après, je précise quand même, mais les touristes, eux, par exemple, si vous allez là-bas, ils ont très peu de risques de choper la peste à Madagascar. Parce que malheureusement, c'est surtout les quartiers pauvres qui sont touchés. Et quand on est touriste, on s'aventure un peu moins ou pas du tout dans ce genre d'endroit. En tout cas, une fois transmise, la bactérie commence à se multiplier et se répandre dans tout notre corps. Même si au début, et c'est vicieux, mais le malade ne montre aucun signe de faiblesse ou de maladie, quoi. D'ailleurs, on appelle ça la période d'incubation qui dure généralement plusieurs jours, durant lesquels on se dit tout va bien. Le malade ne se rend compte de rien du tout. Et donc, pendant ce temps-là, il a largement le temps de contaminer d'autres personnes. Par exemple, en 2017, à Madagascar, un jeune de 24 ans a été diagnostiqué positif à la peste, mais comme il n'avait pas encore de symptômes graves, il se dit non mais c'est bon, foutez-moi la paix, il s'est enfui de l'hôpital pour retourner bosser. Là, la police a alors émis un avis de recherche pour le retrouver avant qu'il contamine trop de gens. Sauf qu'il n'a pas été retrouvé et on ne sait pas combien de personnes ont été contaminées depuis. Bref, les premiers jours, la peste est invisible, mais ça, ce n'est que le calme avant la tempête. Et justement, en attendant la tempête, allons voir ce qui se passe du côté du choléra. Alors non seulement le choléra, il existe encore aujourd'hui dans le monde, mais cette maladie existe même sur le territoire français. Alors cette fois-ci, direction l'île de Mayotte, parce que ce département français est confronté à des grosses pénuries d'eau depuis des mois.
En fait, beaucoup d'habitants ont dû aller puiser de l'eau un peu n'importe où pour pouvoir survivre, que ce soit dans des rivières, des puits et même dans les égouts, pour avoir de l'eau qui se boit. Sauf que le choléra, lui, se transmet principalement par l'eau. Et à partir du moment où elle est contaminée par la bactérie du choléra, ça se répand à toute vitesse dans votre corps. Là, les humains sont contaminés en la buvant ou même en l'utilisant en cuisine ou même pour se laver. Donc il suffit que vous avalez un petit peu de l'eau et c'est terminé, quoi. Et c'est exactement ce qui s'était passé en mars 2024, il y a quelques mois donc, sur l'île de Mayotte. Et c'était la première épidémie de choléra depuis 132 ans pour notre pays. En fait, la bactérie a été rapportée d'une île voisine et elle s'est vite répandue directement à Mayotte. En total, il y a eu 221 cas qui ont été confirmés à Mayotte depuis le début de l'épidémie. Heureusement, elle semble être terminée depuis le mois de juillet. Mais les experts craignent quand même que ce soit juste un petit creux et qu'elle reparte. Et là, justement, je crois que notre deuxième cobaye, Balthazar, vient d'être contaminé par le choléra. Mais malheureusement, vous le voyez, mais c'est pas une maladie rare. Chaque année, le choléra contamine quand même 3 millions de personnes dans le monde, selon l'OMS. On est clairement loin de quelques centaines de cas comme pour la peste. En 1991, le choléra apparaît au Pérou dans un petit village au bord de l'océan. Et 8 mois plus tard, plus de 250 000 personnes du pays sont contaminées. Ça allait très très vite. En fait, à l'époque, c'est la plus grande épidémie de choléra dans le monde depuis très longtemps. Heureusement, dans les faits, ça va, elle fait pas beaucoup de morts, car en fait, le gouvernement a préparé ce type de risque. Et puis, en réalité, environ 80% des gens exposés à la bactérie du choléra ne tombent même pas malades. Ils savent même pas qu'ils sont infectés, d'ailleurs, ils ont aucun symptôme. Ça va, quoi. Sauf que la bactérie, même si elle vous fait rien, elle peut rester dans votre corps pendant 14 jours. On n'est pas bien là, les poulets, là? Donc, pendant ces 14 jours, ils risquent à leur tour de transmettre à plein d'autres personnes la bactérie. Et quant à ceux qui tombent malades, là, c'est pareil. Au début, ils n'ont pas de symptômes. En fait, comme pour la peste, il y a une période d'incubation. Et une fois avalée, la bactérie va jusqu'à l'intestin grêle. Et là, à partir de sa destination finale, elle est posée, elle est bien, et elle commence à se multiplier. Ah, je suis bien! Les premiers symptômes arrivent en quelques heures ou quelques jours. Donc, pour l'instant, notre cobaye, vous le voyez, mais il se rend même pas compte qu'il est contaminé. Pour lui, tout va bien. Sauf que ce soit la peste ou le choléra, les symptômes vont bientôt se déclencher d'un coup et ce sera brutal. Revenons à la peste, parce que là, au début de l'année, un cas de peste bubonique a été identifié aux États-Unis. En fait, l'individu en question aurait probablement été infecté par les puces de son chat. Heureusement, il a été identifié rapidement et il a été traité au premier stade de la maladie. En plus de ça, tous ses proches et son chat ont reçu des médicaments en guise de prévention. Depuis, aucun autre cas a été identifié et l'homme s'est vite rétabli, donc tout va bien. Sauf qu'il y a près de 20 ans, toujours aux États-Unis, là, un couple d'Américains ne s'en est pas aussi bien sorti. En fait, le couple était allé passer quelques jours en touriste au Nouveau-Mexique. En fait, à l'époque, il y avait quelques cas de peste qui venaient d'être recensés dans la région. Là, le couple était au courant, ils faisaient donc attention à ce que leur chien n'ait pas de puce. Pourtant, un matin, ils se sentent mal en se réveillant. On a d'abord pensé qu'on avait la gueule de bois ou peut-être la grippe. On est resté pendant 2 jours dans la chambre d'hôtel avec des frissons et de la fièvre. J'avais l'impression que ma peau me faisait mal. J'avais jamais ressenti ce genre de douleur. J'étais totalement déprimée. Le moindre effort était devenu une corvée, même aller aux toilettes ou porter un petit sac de course. Là, le couple ne le sait pas encore, mais il ressent les premiers symptômes de la peste. Et après 5 jours d'incubation, notre cobaye Gustave ressent exactement la même chose. Bon, à partir de maintenant, les symptômes vont très vite s'aggraver. En tout cas, au début, vous commencez soudainement à avoir de la fièvre et des frissons, puis à peine quelques heures plus tard, vous avez des vertiges et une forte sensation de malaise. Là, la fièvre grimpe très vite au-dessus de 39 degrés, un gros mal de crâne se fait ressentir, ainsi qu'une fatigue extrême. Vous avez des énormes crampes musculaires et super douloureuses. En plus de ça, la zone où la puce vous a piqué est douloureuse. D'ailleurs, dans les cas les plus extrêmes, la zone en question peut même se mettre à saigner. Là, des douleurs peuvent commencer à apparaître dans d'autres zones spécifiques du corps, mais vous verrez d'ailleurs à quoi elles sont dues dans la prochaine étape. Puisque en attendant, nous, on va comparer avec les premiers symptômes du choléra. Bon, en 1854, Londres est touchée par une épidémie de choléra. À l'époque, c'est tout nouveau et c'est une maladie mystérieuse. On pense que les gens sont contaminés par des sortes de vapeurs toxiques. Sauf qu'un certain John Snow, c'est pas le même. Il décide de mener l'enquête. Il remarque que la majorité des décès ont lieu proche d'une pompe à eau bien précise. Là, il se dit tiens, si je désactivais la pompe pour voir, et hop, l'épidémie s'arrête. Et là, il vient de découvrir que le choléra se transmet par l'eau. Bon, aujourd'hui, je vous le dis, mais c'est impossible que le choléra revienne à grande échelle en France métropolitaine, quoi. Parce que dans l'Hexagone, les normes d'hygiène sont en théorie assez suffisantes pour que tout ça ne puisse pas passer. Notamment grâce au traitement de l'eau ou même aux normes alimentaires. Le fait qu'on ait accès aux toilettes, au savon, à l'eau potable, tout ça fait que c'est quand même assez dur de pouvoir choper le choléra. En tout cas, sachez-le, mais tous les ans, on recense quand même des cas de choléra en métropole. Sauf que c'est toujours des personnes qui reviennent d'un voyage à l'étranger. Parce que dans plein d'autres pays, le choléra, lui, il continue à faire rage. Par exemple au Yémen. Fin 2018, une certaine Amna Ali a failli mourir du choléra à 24 ans sans comprendre ce qui lui arrivait.
Je n'avais jamais entendu parler du choléra ni de ses symptômes. Un jour, d'un coup, j'ai commencé à avoir la diarrhée et à vomir. Je me suis évanouie, puis je me suis réveillée dans un centre de soins. On m'a expliqué que des femmes m'ont trouvée évanouie et m'ont emmenée là. Les médecins m'ont immédiatement donné les soins appropriés. Heureusement, j'ai pu guérir car j'ai été soignée très rapidement. Parce qu'en effet, après cette période d'incubation, là les bactéries se sont assez développées dans l'intestin. Let's go, elles commencent à sécréter une toxine qui déclenche les premiers symptômes. Et d'ailleurs, je vous préviens un peu, mais la description sera un peu trash. Là, imaginez, mais tout à coup, notre cobaye, Balthazar, est pris de diarrhée puis de vomissement. Là, la diarrhée est extrêmement liquide, de couleur grise et translucide, avec une odeur écœurante. En plus de ça, souvent c'est accompagné de grosses douleurs au ventre. À partir de là, le malade se vide par le haut et par le bas, au rythme de parfois 1 litre par heure. En tout cas, ces diarrhées en quasi continu épuisent le malade. Ça provoque également une forte déshydratation. Et donc, dans les cas les plus graves, le malade peut perdre jusqu'à 15 litres d'eau par jour. Soit à peu près un tiers de toute l'eau que contient le corps. En quelques jours, vous vous êtes vidé et c'est terminé. Bon, après, dans les cas les moins graves, les symptômes finissent par s'arrêter. Notre corps a réussi à lutter et ça ressemble à une grosse gastro qui peut guérir toute seule. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui se passe dans les cas les plus graves, où les symptômes vont devenir encore plus trash et violents. Alors revenons à la peste, parce que là quand on parle de la peste, forcément vous pensez à une période très sombre de l'histoire et c'est la fameuse peste noire, avec les fameux masques comme ça. Voilà. En tout cas, la peste noire, c'est le nom de la pire pandémie de l'histoire. En tout cas, pour la petite histoire, au milieu du XIVe siècle, au Moyen-Âge, la peste bubonique ravage le monde entier. Là, l'Europe est particulièrement touchée, avec au minimum 25 millions de victimes en 6 ans. En gros, c'est à peu près un tiers de toute la population de l'époque. Une personne sur 3 crève de la peste, littéralement. D'ailleurs, pour l'anecdote, il se trouve que, étrangement, les bergers et les palefreniers, donc ceux qui s'occupent des chevaux, n'étaient pas contaminés par la peste. Tout simplement parce que les puces qui transmettent la maladie étaient repoussées par l'odeur des moutons et des chevaux. Ouais, mon gars. En tout cas, après cette période très sombre, il y a eu d'autres épidémies de peste qui ont ravagé l'Europe à d'autres moments, autant en Europe que dans le reste du monde. Et c'est justement là qu'est né le fameux masque du médecin en forme de bec de corbeau. Enfin, à l'époque, ça ressemblait plutôt à ça. Il se trouve que les toubibs de l'époque pensaient que la maladie était transmise par l'air. Ils mettaient des masques avec cette forme-là en pensant que ça allait empêcher d'être infecté par la maladie. Sauf que spoiler, mais ça ne fonctionnait pas et énormément de toubibs avec ces masques-là finissaient par mourir aussi. Et ce n'est que bien plus tard qu'un médecin franco-suisse va percer le mystère de la peste. Ce sera en 1894, Alexandre Yersin de son nom, qui parvient à identifier pour la première fois un petit truc microscopique, une bactérie, et c'est celle de la peste. D'ailleurs, plus tard, cette bactérie sera renommée Yersinia pestis, en l'honneur de son nom de famille, Yersin. Ce sera une découverte scientifique majeure. Et d'ailleurs, plus tard, Yersin participera à créer un vaccin et un remède contre la peste. Mais en tout cas, sans remède, les effets de la peste continuent à s'aggraver. Et environ 2 jours après le début des symptômes, là, notre cobaye commence à développer des bubons. En gros, les bubons, vous voyez, c'est des gros ganglions, donc des gonflements sous la peau qui sont infectés. Et justement, ils apparaissent souvent autour de l'endroit qui a été piqué par la puce infectée. Alors, souvent, c'est au niveau du haut de la cuisse ou parfois des aisselles ou du cou, d'où le nom de peste bubonique. D'ailleurs, au début, les bubons sont très sensibles. La zone autour, elle est lisse, rouge, chaude. Parfois même, on a une sensation de picotement ou de brûlure. Puis, ces bubons grandissent et deviennent de plus en plus douloureux en grossissant. Souvent même au point d'éclater. C'est dégueulasse. Et en parallèle, les sensations de mal-être, de nausée et de fatigue continuent. Le cœur peut même se mettre à battre plus vite ou moins vite que la normale. Le malade peut même se mettre à délirer. Et généralement, là, il commence à être pris de diarrhée et de vomissement. Bon, là, pour la peste, les symptômes sont quand même moins hardcore que le choléra. On n'est pas en train de se vider d'1 litre d'eau par heure, D'ailleurs, justement, en parlant de choléra, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là quand ça s'aggrave ? En 1994, le Rwanda est déchiré par un génocide abominable, parce qu'en fait, des centaines de milliers de personnes fuient vers les pays voisins. Et ils se retrouvent alors dans des camps de réfugiés immenses. Là, forcément, avec le contexte, les conditions d'hygiène sont affreuses et résultat, une épidémie de choléra se déclare dans l'un des camps. Le terrain était tellement propice que ce sera l'une des plus explosives et les plus mortelles jamais observées. En quelques semaines, il y aura 24 000 personnes qui vont mourir du choléra, avec parfois des pics à 2000 personnes par jour, rien que dans ce camp de réfugiés. Et en tout cas, bien plus tard, et dans une autre région du monde, à Haïti cette fois, en 2010, il y a une épidémie encore plus grande et elle vient suite à un séisme dévastateur qui a ruiné le pays. À ce moment-là, je rappelle les faits, mais il y a 2 millions de personnes qui ont perdu leur maison et qui sont entassées dans des camps insalubres. Et il se trouve que 9 mois plus tard, les premiers cas de choléra apparaissent et se répandent à toute vitesse. Au total, il y aura 750 000 personnes qui seront infectées en quelques semaines. Beaucoup de décès auront lieu d'ailleurs en quelques heures. Et ça va très vite, il faut vraiment vous imaginer. Un matin, vous allez voir vos proches, ils sont en bonne santé, et l'après-midi, ils meurent de déshydratation. D'ailleurs, les enfants sont particulièrement vulnérables au choléra. Mon fils d'1 an était malade depuis 3 jours. Il avait une diarrhée liquide, mais j'avais pas d'argent pour l'emmener à l'hôpital. Finalement, une amie m'y a accompagné. Quand j'ai vu les médecins, j'ai compris que mon enfant était sur le point de mourir. Ils lui ont donné du sérum, mais je voyais que mon garçon souffrait. J'avais si peur.
Parce qu'en effet, quand vous avez le choléra, ça s'aggrave bien plus vite que la peste. Les diarrhées elles-mêmes entraînent une déshydratation sévère en seulement quelques heures. Le malade a alors extrêmement soif, mais il n'arrive pas à s'hydrater. En fait, à chaque fois qu'il boit, il revomit. Et du coup, cette déshydratation extrême, elle provoque des crampes très douloureuses au niveau des muscles. Alors d'abord au bout des membres, puis rapidement au niveau du thorax, au niveau du cœur. Mais en plus, comme le malade il reste conscient et lucide, il est quasiment incapable de faire quoi que ce soit. Il a même plus d'ailleurs assez de force pour parler. Ses yeux sont vitreux, ils sont enfoncés dans ses orbites avec des grosses cernes. Sa peau est froide, complètement ridée et plus du tout élastique. Quand on la pince, elle reste pliée. Le visage et le corps deviennent rapidement d'ailleurs très maigres. Certains comparent même les malades du choléra aux déportés des camps de concentration. Pourtant, même si ça paraît fou, encore à ce stade, c'est encore possible de sauver les malades. Mais nous, on va plutôt passer au stade ultime de la maladie pour voir comment ça se termine si aucun traitement n'était appliqué. Alors là, retournons au cas de peste. Il faut savoir qu'en France, les derniers remontent à 1945. Et à ce moment-là, on avait une ado de 15 ans qui vivait à côté d'un poulailler et qui était décédée de la peste bubonique. 2 jours après, sa voisine y passe aussi. Et depuis, c'est terminé. Aucun nouveau cas n'a été déclaré en France. Heureusement, parce que même dans des pays développés, la peste peut encore être dangereuse. Par exemple, le couple d'Américains, vous savez, qui était allé au Nouveau-Mexique, eux, ils en avaient fait les frais. En particulier, un certain John Tull, qui était le mari. Parce qu'une fois qu'il était allé à l'hôpital, là, il reçoit des antibiotiques, mais ils mettent du temps à faire effet, quoi. Sauf que pendant ce temps-là, la maladie, la peste, elle continue à agir. Ce qui fait que ses orteils, ses ongles, ses oreilles et même son nez commencent à se gangréner. C'est-à-dire que sa peau se nécrose, ses cellules meurent à cause de l'infection. La zone devient alors noire et se contracte. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train d'arriver à notre pauvre Gustave. Et peu après ça, l'Américain John Tull tombe carrément dans le coma. En parallèle, il va développer alors une septicémie, une infection généralisée du sang. Et la septicémie, c'est extrêmement grave et c'est souvent mortel si c'est pas traité rapidement. D'ailleurs, à partir de là, les médecins pense que Tull a moins de 1% de chance de survie. Et notre cobaye Gustave, lui, il est mal barré également. La gangrène provoque alors une douleur extrême. À ce stade, le malade est déshydraté, il a des crampes, son corps entier lui fait mal, sa peau se décompose par endroits et se met à saigner. En plus, dans la majorité des cas, les bubons provoquent une septicémie. Et on sait également que la peste aura tendance à se propager directement aux poumons. On va alors parler de peste pulmonaire, qui est une forme encore plus violente. Voilà. À partir de là, le malade a de plus en plus de mal à respirer, il tousse, et finalement, il se met à vomir du sang. Là, c'est le bouquet final, son système nerveux est atteint et le malade tombe alors carrément dans le coma. Très rapidement, ses organes arrêtent de fonctionner à cause de la septicémie, les reins, le foie, les poumons, le cœur, ce qui entraîne inévitablement la mort environ 1 semaine après la contamination. Ce qui fait que chaque année, plusieurs dizaines, voire centaines de personnes meurent à cause de la peste dans le monde. Sachez-le, mais le taux de mortalité de la peste bubonique, c'est d'à peu près 20%, si vous avez un traitement. Par contre, sans traitement, vous avez presque une chance sur 2 de mourir. Et il se trouve que John Tull, donc notre Américain, il a pu miraculeusement être sauvé. Même s'il avait qu'1% de chance de survie, il était bon. Par contre, il a dû être amputé des 2 pieds à cause de la gangrène et il a mis longtemps à se rétablir. En tout cas, selon l'OMS, la peste est désormais considérée comme une maladie réémergente. Mais cela dit, rassurez-vous, selon eux, le risque de propagation internationale est quand même très faible. On va pas se retaper une peste noire de sitôt. Bon, écoutez, maintenant, on va voir notre deuxième cobaye, Balthazar, pour voir si lui, le bouquet final est un peu mieux. Bon, à Mayotte, l'épidémie de choléra dont on a parlé plus tôt dans la vidéo a entraîné 5 décès sur les 221 contaminés. Donc c'est pas non plus énorme. C'est d'ailleurs même très peu si on compare à l'échelle mondiale. Sachant que chaque année, le choléra provoque à peu près 100 000 décès dans le monde, selon encore une fois l'OMS. Sachant que le chiffre est quand même un peu dur à estimer, donc c'est vraiment à la louche. Il y a des zones, on sait pas combien il y a de gens qui y habitent. D'ailleurs, il reste encore des mystères sur cette maladie. Par exemple, les scientifiques ont encore du mal à comprendre pourquoi des fois il se déclare et parfois non. La bactérie qui cause le choléra est un organisme libre. Elle peut survivre dans l'environnement naturel. Son habitat préféré est l'eau saumâtre, mais elle peut survivre dans de l'eau de mer ou de l'eau douce. Elle infecte les humains de temps à autre lors d'épidémies explosives, puis reste relativement inactive le reste du temps. Et nous ne comprenons pas entièrement l'écologie et les facteurs environnementaux qui déterminent les déclencheurs de ces épidémies. Bon, en tout cas, d'après les scientifiques, le choléra risque de prendre de l'ampleur dans les prochaines années, notamment à cause du changement climatique et de la multiplication des conflits. En effet, ça, c'est les 2 facteurs qui entraînent des problèmes à l'accès à l'eau potable et à une hygiène correcte. Et c'est exactement le cas à Mayotte, où la sécheresse a clairement favorisé l'épidémie de choléra. En tout cas, quand les malades ne sont pas soignés à temps, bien là, ils atteignent le stade final du choléra. En fait, là, à partir du moment où les symptômes commencent, la mort arrive en moins de 48 heures. Là, notre malade continue à se déshydrater jusqu'à un point de non-retour. Sa bouche est alors très sèche. D'ailleurs, on dit que sa langue est rôtie. Elle devient alors très rouge et
presque fossilisé quoi. En plus avec ça, la respiration du malade peut devenir alors de plus en plus profonde et laborieuse. Son sang circule de moins en moins à cause de la déshydratation. La température interne du corps baisse alors sous les 36 degrés. Le corps est couvert de sueur froide, la peau devient un peu mauve. C'est ce qu'on appelle une cyanose. Et puis rapidement, le malade se met alors à convulser et tombe dans le coma. Quand on a perdu plus de 15% de son poids en eau, eh bien on finit par mourir. Bon, en tout cas, le choléra, quand il est non traité, c'est l'une des maladies les plus rapidement mortelles. On l'a déjà dit, en moins de 48 heures, c'est plié. D'ailleurs, c'est même pas rare que des gens puissent en mourir en seulement 3-4 heures. Mais en vrai, quelle maladie entre les deux est la pire? Le choléra, qui tue à peu près plus de 100 000 personnes tous les ans, alors que la peste, elle, en tue à peu près une centaine. Déjà, vous l'avez vu, mais les deux sont très rapides à agir et très dangereuses. Déjà, le choléra touche beaucoup plus de gens, on l'a vu, mais même s'il touche plus de gens, il se soigne quand même plus facilement. Et en plus, la majorité des cas sont pas mortels. En gros, en moyenne, si vous chopez le choléra, pas de bol pour vous, mais heureusement, vous n'avez que 3% de chance d'en mourir. Alors que si vous chopez la peste, là, vous avez en moyenne à peu près 30% de chance d'y rester. Donc, entre les deux maladies, là, il n'y a pas photo. La peste est beaucoup plus rare. Par contre, quand vous l'avez, elle est bien pire que le choléra. Et bien voilà la Poiscaille. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez entre les deux. Dites-moi vos préférences, vos petits kiffs, quoi. N'oubliez pas de passer par le lien en description si vous voulez commander vos poissons au lit. Je rappelle, Poisson Fécond 5, 5 € de réduction sur les premières commandes et Poisson Fécond tout court pour 10% de réduction sur les suivantes. Voilà, que dire, à part que nous, on se retrouve... Ah, j'en ai foutu partout. Eh bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.